Thomas Soto. Il suffit de quelques cas pour créer une vraie inquiétude chez tous les parents. Depuis quelques jours, les scandales de pédophilie dans quelques établissements scolaires prennent une place considérable dans l'actualité. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Vous êtes docteur en psychopathologie et experte auprès des tribunaux. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut aborder spontanément avec les enfants ? Parler de sexualité, on peut en parler spontanément avec les enfants. Quand il y a ce type d'affaires, c'est aussi un moment où on peut leur rappeler un certain nombre de choses. Déjà qu'il y a des parties du corps qui sont intimes, qui sont privées. Alors on peut les nommer avec les petits noms que donnent les enfants. Leur parler que certaines fois les adultes ou des camarades peuvent faire des choses embêtantes. C'est un terme que les enfants comprennent bien. Embêtant, ça leur parle. Embêtante, ça leur parle. D'ailleurs, les enfants abusés, c'est le terme qui s'utilise. Et certaines fois, toucher ces parties-là. Et c'est important de pouvoir le dire parce que les adultes n'ont pas le droit de le faire. La grande difficulté, c'est que beaucoup d'enfants petits, les tout petits agressés, c'est dans des contextes de séduction. Donc ça crée des confusions et les enfants n'ont pas forcément la notion de quelque chose d'interdit, de sale. Donc il faut être prudent quand on leur parle en leur disant, voilà, il y a des fois des adultes qui font des jeux avec ces parties-là, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est interdit et à ce moment-là, il faut que tu le dises. Donc la deuxième chose, c'est quelle personne ressource. Et c'est pas facile pour eux de dénoncer un adulte. On leur apprend à obéir aux adultes. On leur apprend à obéir aux adultes, on leur apprend que les adultes, premier principe, ont raison. Deuxième principe, même quand ils ont tort, c'est le premier qui s'applique. Donc ils doivent souvent se taire. Et encore une fois, c'est parce que la plupart des pédophiles sont dans des contextes de séduction et pas du tout d'agression très violente. Donc les enfants sont mis dans un état de confusion et ils savent plus. On a un tweet d'Olivier. À partir de quel âge peut-on parler de pédophilie aux enfants, sachant que des pédophiles s'attaquent à des très petits ? Alors parler pédophilie, c'est parler de la question du corps, du respect du corps, et ça peut être très tôt, dès que l'enfant est tout petit. Ce sont des choses qui peuvent se faire dès qu'on est dans la relation avec lui, dès qu'il commence à être dans une vie sociale. Il y a des zones du corps, pour les soins de toilette, bien lui dire, bon, cette zone-là, c'est à toi, c'est privé, on n'y touche pas. Ça, c'est un peu la clé. Il faut leur dire, ça, c'est à toi, ton corps, c'est à toi, et personne ne touche à ton corps. Il y a des zones du corps, par exemple les yeux, les pommettes, des choses qu'on peut toucher. Il y a les zones où on donne les petits noms. Alors les petites filles ont un nom, un échantillonnage de petits noms absolument incroyable, un peu plus riche que chez les garçons, mais le zizi, les fesses, la zézette, enfin comme vous voulez. Ça, c'est des zones qu'on ne touche pas. Personne n'a le droit de la toucher. Et toi, tu touches pas celle des autres, parce que ça, c'est aussi important de le dire dans les deux sens. Sinon, après, ils peuvent être étonnés de, bah oui, on leur avait dit qu'on touchait pas la leur, mais. Et puis ils n'ont pas forcément conscience de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas. Pour eux, tout peut être un jeu. Surtout quand des pédophiles, par exemple, un homme qui avait un instituteur, l'affaire est en cours, qui, avec des maternelles, avait son pantalon avec des poches trouées. Et les enfants, après avoir bien répondu, pouvaient avoir une récompense, aller chercher un bonbon dans la poche. Et en fait, ils devaient passer en le masturbant. Donc c'est un contexte de jeu qui créait des confusions terribles. Et les enfants n'avaient pas la notion d'un instituteur tout nu avec le sexe à l'air. Vous voyez. Donc ça crée des confusions. C'est pour ça que c'est important de leur dire des choses qui ne se font pas des fois parce qu'on est piégé. Les adultes peuvent piéger les enfants et de transmettre aux enfants quels sont les adultes ressources. Aux parents, c'est des fois difficile d'en parler. Il y a peut-être la psychologue scolaire, le médecin, le pédiatre, d'autres personnes. Les gens à qui ils peuvent aller parler spontanément quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, quand même s'ils n'arrivent pas à le verbaliser ou à l'intellectualiser parce qu'ils sont trop petits. Tout à fait, en leur disant que les adultes, des fois, ils ont du mal à comprendre les enfants. S'ils ne sont pas compris une première fois, il ne faut pas qu'ils perdent courage et ils finiront par être entendus. Et pour l'âge, c'est quoi ? C'est dès 2 ans, dès 3 ans Petit, oui. Dès qu'on commence à parler de la question du corps, dès qu'ils commencent à l'apprentissage de la propreté, c'est un bon moment, par exemple, parce qu'ils deviennent autonomes pour s'essuyer, il n'y a plus les couches, c'est des moments très importants. Une question de Christiane sur Europe1.fr. Il paraît que les dessins disent beaucoup des enfants et de leurs problèmes. Alors attention, le dessin, tout dépend dans quel contexte. Un dessin libre peut dire des choses. Si moi, maman, un Stitch dit à mon enfant, dessine-moi quelque chose et qu'il me sent extrêmement flippée, inquiète et qu'il va vouloir me faire un beau dessin extrêmement rassurant, donc ça sera totalement à côté. Beaucoup d'enfants, dans ce contexte-là, font des beaux dessins. Un dessin peut être utilisé, par exemple, très spontanément et demander à l'enfant de raconter ton dessin. Et ça, c'est extrêmement important parce que si je dis, elle est belle ta maison et en fait, c'est un bonhomme, il va dire, t'es nul, tu comprends, enfin, dans sa tête. Et c'est terminé. Donc, raconte-moi ton dessin. Et spontanément, ils peuvent dire des choses très intéressantes. Dessin spontané. D'accord. Est-ce qu'il y a des signes comportementaux qui doivent alerter ? Je sais pas, moi, le pipi au lit, par exemple. Alors, tout dépend des âges. C'est compliqué, votre question. Pour les tout petits, un des signes principaux, ça va dépendre aussi du type d'abus. Si c'est, par exemple, des fellations, des choses comme ça, c'est souvent la zone orale qui est attaquée. Donc, il peut y avoir des phobies alimentaires, des rejets alimentaires et des troubles somatiques avec des irritations, des choses comme ça. Si c'est des actes de masturbation, des choses comme ça, souvent, les enfants vont avoir des troubles très compulsifs. Ils vont essayer d'aller masturber leurs camarades, leurs fratries, de demander aux adultes de prendre des objets. Essayer de refaire le geste, en fait. Quand c'est plus auto-centré, quand ils demandent à d'autres de le faire ou ils prennent des objets, là, c'est extrêmement significatif. Le pipi au lit, tout dépend. Pipi au lit, caca au lit, etc. L'encoprésie, l'énurésie.
On le sait par les thérapies, souvent les enfants vont se souiller pour ne pas être attaqués. Ça, c'est plutôt les cas d'inceste. Et il faut toujours s'assurer que l'enfant, il n'y a pas de problème physiologique, parce que vous voyez, s'il a 18 mois et qu'il n'est pas propre, on ne parle pas d'énurésie. Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué. Ouais. Hélène Romano, il y a aussi le problème de la parole de l'enfant. C'est toujours compliqué, la parole de l'enfant. La parole de l'enfant, c'est toujours complexe, pas compliqué, complexe, parce que ça signifie qu'il faut savoir l'écouter. L'enjeu, il est plutôt là. C'est-à-dire que si vous avez un enfant de 3-4 ans et que vous essayez de l'écouter comme un adulte, bien évidemment, ça va être totalement à côté. Donc il faut toujours replacer la parole de l'enfant avec authenticité dans un contexte très particulier, savoir l'écouter. Le grand problème, c'est plus l'écoute que la parole. Oui, c'est l'écoute. Mais en même temps, on a tous en tête l'exemple d'Outreau. Hein. Les enfants ne mentent pas, avait dit le juge Burgon. Les enfants n'ont pas menti. Il y a eu 12 enfants qui ont été reconnus victimes, il ne faut pas l'oublier, qui ont été indemnisés par l'État, reconnus victimes. Outreau, c'est une belle imposture judiciaire, ça on le sait très bien. Tous les rapports qui ont été faits, ministériels, etc., confirment que la parole de l'enfant a été entendue. C'est pas ça qui n'a pas été entendu. Ce qui a plutôt été remis en cause, c'est le contexte de l'instruction. C'est pas tout à fait pareil. On a une question de Virgin 60. Les pédophiles sont uniquement des hommes ou y a-t-il aussi des femmes ? Les deux, et dans tous les milieux. Il n'y a pas qu'à l'école, il y en a dans tous les milieux, que ça soit politique, que ça soit administratif. Dans tous les milieux, il y a toujours eu des pédophiles. La pédophilie féminine est beaucoup plus taboue, en tout cas en France, parce que c'est vraiment quelque chose. Elle existe plus rarement répertoriée, avec des psychopathologies particulières, mais c'est quelque chose qui existe, oui. Souvent, les enfants qui ont des problèmes sont ceux qui en parlent le moins, qui se murent dans le silence. C'est vrai, ça ? Alors ça c'est vrai, tout simplement parce qu'ils ont perdu confiance en l'adulte. Ils sont agressés par quelqu'un qui est censé le protéger, donc ils n'ont plus confiance en l'adulte, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se sentent extrêmement coupables. Ils pensent que c'est à cause d'eux, donc ils vont avoir beaucoup de mal à en parler à l'adulte. Et quand les adultes de confiance, comme les parents, ne sont pas mis en cause, ils ont aussi peur de les inquiéter. Donc c'est extrêmement compliqué. Ils protègent leurs parents et du coup ils se renferment. Et puis des fois ils tentent de parler, puis le parent coupe toute discussion et du coup là c'est terminé, il n'y a plus personne. Par exemple, le professeur il m'embête, mais non, il est gentil ton professeur, c'est terminé. Mais justement, est-ce que c'est aux instituts d'en parler dans les classes de ce sujet, particulièrement en ce moment ? Parce que finalement, ils entendent l'écho de l'actualité. Il y a les JT, il y a les radios. Alors, ce qu'on essaye de faire plutôt en milieu scolaire, c'est d'éviter aux professeurs à qui on demande un tas de choses, vous voyez, de la laïcité, de plein de choses. Il y a des relais, comme il y a des psychologues scolaires, des médecins scolaires, il y a des associations certaines fois qui peuvent intervenir, de faire ce relais-là avec l'enseignant pour qu'il n'y ait pas de confusion aussi de place. C'est important que l'enseignant rappelle, si on prend les maternelles, quand vous voyez dans quelles conditions les enfants vont aux toilettes en maternelle, dans des conditions qu'aucun adulte n'accepterait, là il y aurait aussi beaucoup de choses à faire en termes de prévention pour rappeler que le corps est à respecter, parce qu'on leur dit qu'on ne doit pas toucher leur corps, que c'est à respecter, on leur demande de faire pipi dans n'importe quelle condition. Vous voyez, ça c'est des choses toutes simples que l'éducation nationale devrait travailler avant, en même temps que tout ce qui est mis en place. L'histoire des toilettes dans maternelle, c'est un vrai problème. Merci Hélène Romano d'être venue en direct sur Europe 1 pour répondre aux questions de nos auditeurs ce matin. Vous êtes, je le rappelle, docteur en psychopathologie et auteur du livre de l'enfant face au traumatisme, publié aux éditions Duno. Je signale également le petit quotidien pour les 6-10 ans qui sort aujourd'hui. Violence sexuelle, ce que les enfants doivent savoir, c'est extrêmement bien fait comme toujours. Merci, bonne journée Hélène Romano. Merci.